Merci d'être avec nous ce matin. On va vous aider à choisir votre sapin et à le conserver avec Nicolas Brune, notre jardinier. Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Promis, vous allez nous aider à faire ça? On va essayer. Oui. Bon, super. Je vous présente le garçon qui est à côté de vous. Bonjour Jérémy Demey. Bonjour Pascal. Journaliste à l'Accent Bourguignon. Tout à fait. Le seul mensuel d'info générale sur toute la Bourgogne, Yonne, Nièvre, Saône-et-Loire et Côte d'Or, avec des enquêtes. Et il y en a une particulière qui s'intéresse au sapin, on va y revenir. D'accord? Tout à fait, oui. Super. Mais d'abord, on va choisir son sapin de Noël. Parce que celles et ceux qui sont avec nous, et moi le premier, voyez-vous, je n'ai pas encore choisi mon sapin de Noël. Je vous attendais Nicolas. Alors, comment je fais? Bon, déjà, on va déjà privilégier donc, la production locale, donc en prenant un sapin produit dans le Morvan. 30% des sapins produits en France proviennent du Morvan, donc on va avoir un petit peu la carte bourguignonne. Donc on va donc prendre un sapin bourguignon, donc plutôt que les sapins qui sont produits donc dans les pays nordiques ou dans les pays de l'Est. Il n'y aura déjà pas le transport, ils seront produits sur place, c'est un petit peu plus écologique. Très bien. Et les producteurs locaux ont des contraintes un petit peu différentes, un petit peu plus dures pour les produire. Donc on va un petit peu mettre l'accent sur ces producteurs et les mettre un petit peu en avant. Nicolas, est-ce qu'il y a des astuces pour repérer le bon sapin du moins bon sapin? C'est-à-dire, à l'œil nu, là, on voit quelques images, on en a quelques-uns sur le plateau. Première astuce, hormis le prix, hormis savoir si c'est un Norman, si c'est pas un Norman, etc. etc. Bon, déjà, on va déjà le prendre bien formé, donc une belle forme, bien conique, bien régulier, bien dense. Le bon triangle. Voilà. Ouais. Ensuite, on va regarder le poids du sapin, parce que plus le sapin sera sec, plus il sera léger. Donc, on va vraiment choisir un sapin bien lourd. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est important. Okay. Voilà. Et puis, on va regarder, donc pour le Norman, on va regarder les aiguilles, qu'elles soient bien souples. Si elles commencent à être cassantes, ça, c'est vraiment pas bon signe. Et pour un épicéa, l'épicéa il pique et on va regarder donc les aiguilles tiennent bien aux branches, parce que s'il commence à perdre beaucoup d'aiguilles, c'est pas bon signe. D'accord. Alors, épicéa, Norman, au-delà du prix, lequel il faut privilégier pour chez nous en Bourgogne-Franche-Comté? Après, il y a deux écoles. Il y en a qui préfèrent le Norman parce qu'il va garder ses aiguilles. Bon, elles vont sécher sur l'arbre, mais elles ne vont pas tomber. L'inconvénient, c'est qu'il n'a aucune odeur. Par contre, l'épicéa, c'est celui qui est le préféré pour celui qui aime bien l'odeur du sapin. Par contre, voilà, il va perdre ses aiguilles assez rapidement. Donc, il y a deux écoles là-dessus. Vous parlez d'odeur. Si je dis ça sent le sapin à Jérémy Demey, votre voisin, il va démarrer au quart de tour. Ça sent le sapin. Oui, et notre sujet de une n'avait rien à voir, je tiens tout de suite à préciser, avec Johnny ou Jean d'Ormesson. Hein. C'était par rapport aux forêts du Morvan, justement, avec tous ces sapins, mais aussi... Alors, il y a les sapins de Noël, évidemment, qui prennent de la place, mais qui utilisent aussi beaucoup de pesticides. Et vu qu'en dessous, c'est du sous-sol granitique, et bien ça tombe directement dans les nappes phréatiques. Mais ça, c'est presque une anecdote finalement sur l'état de la forêt, puisqu'on est passé d'une gestion artisanale, d'une gestion, on va dire, raisonnable, à une gestion industrielle, avec notamment de moins en moins de feuillus pour laisser de plus en plus la place aux Douglas, qui eux sont des grands pins pour le coup. Et tout ça, ça pose des questions sur la biodiversité, sur les ressources naturelles et sur comment on garde et on conserve ce trésor. On reviendra sur la une de l'Accent Bourguignon avec vous, Jérémy. Je reviens sur le choix de mon sapin. Je le prends coupé ou je le prends en pot? Après, la plupart des sapins sont vendus coupés. Donc, quand on les achète coupés, on essaye de les mettre le plus tard possible. Après, en pot, faire attention parce que en pot, on peut avoir soit des sapins qui viennent d'être arrachés, remis en pot. Donc là, au niveau de la reprise, ce sera vraiment très aléatoire. Par contre, il y a des sapins qui sont cultivés vraiment pour être mis en pot, donc cultivés dans la peau, donc avec beaucoup de racines. Donc là, on aura un pourcentage de reprise beaucoup plus important. Dans ma maison, dans mon appartement, je dois privilégier quel emplacement pour le sapin? Enfin, il faut que ça soit forcément un endroit où le Père Noël puisse avoir accès. Bien sûr. Mais au-delà de ça. Bien sûr. Donc, déjà, on va essayer de le mettre en place le plus tard possible. Parce que il fait quand même chaud dans les oui, donc là, on est dans les temps, là. Voilà, on est dans les temps, il y en a, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'ils l'ont, le sapin. Là, par contre, il y aura des mauvaises surprises pour Noël. Ouais. Et donc, après, au niveau de l'emplacement, donc, on va donc éviter tout ce qui est source de chaleur. Donc, on va faire attention aux radiateurs, aux cheminées, notamment. Pour ceux qui ont des chauffages au sol, c'est un peu compliqué également. Donc là, on va essayer de mettre une soucoupe avec de l'eau ou alors un pied qui fait réserve d'eau. Voilà, ça c'est les deux techniques. Après l'emplacement, on va essayer également d'éviter les emplacements où il y a trop de passages pour éviter qu'ils ne tombent. Mais voilà, donc vraiment le plus important, c'est éviter les sources de chaleur. Nicolas Brune, vous restez là parce qu'on aura peut-être en prime aussi quelques idées cadeaux à mettre au pied du sapin en pleine forme évidemment. Puis on va vous donner encore quelques astuces. Mais d'abord, j'ai envie de vous faire découvrir le deuxième épisode de notre feuilleton qui s'intéresse à une spécialité que vous connaissez forcément tous les deux. On connaît tous l'escargot de Bourgogne. Bien sûr. Ah ben oui, l'escargot de Bourgogne. Vous les aimez comment? Vraiment avec la petite sauce bourguignonne, vous? Qui va bien? Ils sont bien comme ça et même avec d'autres sauces, ils sont très bons. Bon, je vous propose moi de partir à la découverte de l'élevage du gros gris en Côte d'Or. Attention, le gros gris, ce n'est pas l'escargot de Bourgogne. Vous allez comprendre.
Qu'on l'adore ou qu'on le déteste, l'escargot en persillade est aujourd'hui l'un des emblèmes gastronomiques de la Bourgogne. Dans la région, l'élevage de l'escargot commence au printemps pour s'achever à l'automne avec le ramassage. Verneau, octobre 2017. Depuis une quinzaine de jours, Bruce Duvic passe toutes ses matinées à ramasser les escargots. Bien que nous soyons en Côte d'Or, ici, pas question de ramasser les escargots de Bourgogne. Ici, on ramasse le gros gris, Helix aspersa maxima. Donc là, il y a deux représentants, donc deux couleurs un peu différentes, claires, un peu plus foncées. On le reconnaît facilement parce qu'en dessous, en fait, il a un manteau qui est entre le pied et la coquille, qui est gris. Voilà. Donc là, j'ai récupéré un Bourgogne. On le voit, le Bourgogne, lui, qui a un manteau blanc. Entre sa coquille et son pied, on voit que c'est blanc. Voilà, donc son autre nom au Bourgogne, c'est aussi le gros blanc. Mais celui-là, vous n'avez pas le droit de le ramasser? Bah en fait, on ne l'élève pas, quoi. Il y en a quelques-uns naturellement dans les parcs, mais on ne le ramasse pas. On n'a pas le droit d'en faire le commerce, de toute façon, depuis 1979 en France. Depuis bientôt 30 ans, l'Helix pomatia est en effet considéré comme une espèce protégée. Son ramassage est interdit en France. Bruce et son père ramassent donc d'autres espèces d'escargots. Et cette année, la saison est particulièrement bonne. On a eu un démarrage de saison favorable pour l'escargot. Et puis même au cours de l'été, on a eu des conditions qui... Déjà, on n'a pas eu de sécheresse et de canicule. Et là, il s'avère que cette année a été plutôt une bonne année, en tout cas dans ces parcs-là, puisqu'on a une densité, la densité attendue, à peu près 20 000 escargots sur 100 mètres carrés. Cette année, plus de 9 tonnes d'escargots seront ramassés. Pour éviter la mortalité, les mollusques sont protégés par ces plaques en bois, des plaques qui les abritent du soleil et du vent. Il faut attendre 90 jours pour que l'escargot arrive à maturité. Ici, on a un escargot qui est déjà d'une taille intéressante, mais on voit sa coquille, elle est droite. Donc, à la différence de celui-ci, où la coquille au bout fait une sorte de casquette. On dit qu'il est bordé en fait. Celui-là, on considère qu'il est adulte. Et pour les escargots qui se cacheraient dans les fourrés, pas question d'utiliser de machines pour débroussailler. Tout se fait de façon naturelle avec les animaux de la ferme. Les moutons, ils vont nous aider à tondre autour des parcs pour éviter la prolifération des rongeurs. Les lapins vont nous aider avant le ramassage à tondre l'herbe et à faire remonter les escargots qui sont dans la végétation pour qu'ils se mettent en fait sur les planches, faciliter le ramassage. Et une fois que tout est ramassé, on va mettre la basse-cour qui vont nous permettre de retourner le sol et également enlever les parasites, notamment un des concurrents directs de l'escargot qui est la limace. Une fois les escargots mis en filet, l'heure est venue pour nos chers et tendres mollusques de débuter une sieste bien méritée. Donc là, on se trouve dans une des pièces de séchage des escargots. Une fois qu'ils sont ramassés, donc ils sont dans ces filets, on les positionne ici. Ils vont donc jeûner, sécher et créer leur opercule de protection et rentrer en fait en hibernation. Il faut attendre 10 à 15 jours pour que ce soit vraiment, qu'ils soient endormis profondément. Et à partir de là, on est en mesure de les cuisiner, c'est-à-dire de les abattre en les plongeant dans l'eau bouillante ou alors de les conserver dans une pièce un tout petit peu plus fraîche, comme nos reproducteurs qui vont rester jusqu'au printemps prochain. Au total, ce sont près de 400 000 escargots qui seront préparés cette année. Une production artisanale très modeste, comparée aux 20 millions d'escargots de Bourgogne produits chaque année dans cette entreprise de Chevigny-Saint-Sauveur. Et comme les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, l'usine tourne à plein régime pour fournir ses clients à temps. On peut dire, tiens, pour les fêtes de fin d'année, plein de belles choses avec des fleurs aussi, ou pourquoi pas avec un sapin. Ça peut être aussi un petit cadeau sympa, Nicolas Brune. Tenez, par exemple, si j'ai un sapin qu'on m'offre en pot, est-ce que je peux le replanter? Bien sûr, on peut le replanter. Bon, déjà, il faut avoir un sapin, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a bien été cultivé pour cet usage et non arraché et remis en pot, parce que alors là, le pourcentage de reprise sera assez faible. Et après, donc, il faudra le laisser un minimum de temps à l'intérieur pour éviter qu'il ne dessèche. Ensuite, on le remet en pleine terre et ça reprend relativement bien. On met tous les bons conseils sur le net, sur France 3, allez-y, sur vos applications et les écrans connectés. J'en connais un autre qui est connecté, c'est Jérémy Demey. On se connecte avec l'accent bourguignon. On parlait de la une tout à l'heure, une une qui sent le sapin, sans faire de vilain jeu de mots. Les enjeux économiques du sapin, c'est très important dans notre région. C'est très important. Il faut savoir que la majorité des forêts en Bourgogne sont détenues par du privé et la Caisse des dépôts.
On s'étonne un petit peu de voir la Caisse des dépôts autant s'intéresser à nos forêts. C'est aussi un signe que ces forêts peuvent être rentables, qu'il peut y avoir un véritable intérêt économique, même au-delà des communes. Vous savez que souvent les petites communes procèdent à des affouages, c'est-à-dire réserver des petites parcelles de forêt pour leurs habitants et ainsi de suite. Mais un vrai intérêt économique, puisque derrière, c'est toute une filière. Ça peut être les scieries, ça peut être tout ce qu'on peut faire avec le bois pour le coup. Le seul mensuel d'info générale sur toute la Bourgogne, c'est l'Accent Bourguignon. J'ai vu à l'intérieur une page de très très bonnes nouvelles. Elle s'intéresse à Anne. Anne qui est une décoratrice un petit peu particulière. Elle habite en dessous de Vézelay. Dites-nous tout parce que moi j'ai découvert ça vraiment en feuilletant l'Accent Bourguignon. C'est une dame, elle est assez extraordinaire. Elle habite effectivement juste au pied de la colline éternelle de Vézelay, à Saint-Père pour être précis. Et elle est décoratrice de cinéma. Et elle ne bosse que pour les très grands. Woody Allen, Coppola et autres. Elle a déjà été nominée pour des Oscars et elle est bourguignonne. C'est ça qui est très très hallucinant, parce qu'elle nous a montré des photos qu'on a eu la chance de pouvoir publier où on la voit. Et ici, par exemple, on la voit avec Woody Allen en train de préparer, parce que c'est un vrai travail décorateur. Personnellement, je ne pensais pas. J'ai toujours cru que c'était un peu le hasard qui faisait qui faisait que les décorations étaient présentes dans les films. Mais en tout cas, non, ça demande un vrai travail de préparation, de recherche, et c'est vraiment une dame qui est passionnante. Tiens, et très simple. À propos de décoration, Nicolas Brune, le sapin, ça peut être bien en décoration aussi. Sur un chemin de table, par exemple, les branches de sapin. Tout à fait, on fait beaucoup de décorations avec les branches de sapin, les chemins de table. On peut faire également des guirlandes pour décorer l'extérieur. On peut faire beaucoup de choses avec les branches de sapin. Alors dans l'Accent Bourguignon, il y a aussi un petit clin d'œil, et je pense que celles et ceux qui sont avec nous vont apprécier le clin d'œil aux sapeurs-pompiers, le clin d'œil. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'actuellement, comme très souvent, j'ai envie de dire malheureusement, ils recherchent toujours des volontaires, puisque l'activité de sapeur-pompier volontaire est extrêmement compliquée. On a un métier à côté, il faut savoir être disponible 24 heures sur 24. C'est vraiment pas évident, et là ils sont en pleine campagne, donc nous on s'est dit pour essayer de les appuyer un petit peu, parce qu'on aime les pompiers, nous à l'Accent Bourguignon, quel que soit leur département, eh bien on leur a offert finalement un joli photoreportage où on les a suivis à la caserne de Fontaine-les-Dijon pendant un entraînement, de voir comment ça fonctionne, quelle est cette communion qui existe entre tous ces soldats du feu, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, et c'est terriblement humain, les pompiers. En plus, il faut y penser, bientôt le calendrier des pompiers. Évidemment, mais il faut aussi y penser toute l'année, et si ça peut déclencher une ou deux vocations, franchement, on aura réussi notre pari. Je pense qu'on a réussi notre pari aussi ce matin. Vous en dire un petit peu plus sur un mensuel que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Alors ceux qui sont avec nous en Franche-Comté se disent « Ok, c'est très gentil l'Accent Bourguignon, mais l'Accent franc-comtois, c'est pour quand, Jérémy Damet ?» C'est prévu, pas pour tout de suite, parce qu'il faut d'abord bien s'installer au niveau bourguignon. Vous savez, la Bourgogne, c'est déjà 4 départements extrêmement riches au niveau des histoires pour un journaliste, et la Franche-Comté est elle aussi extrêmement riche. Donc on voulait pas faire quelque chose à moitié, donc pour l'instant on fait que la Bourgogne, et évidemment dans nos axes de développement, on n'oublie pas nos amis franc-comtois. Bon, on va pas oublier non plus celles et ceux qui étaient avec nous il y a quelques secondes et qui se disent il nous a promis quelques cadeaux à mettre au pied du sapin. Nicolas Brune, des cadeaux pour ceux qui ont la main verte et les autres. Donc les cadeaux à mettre au pied du sapin, donc on peut mettre, il existe beaucoup d'ouvrages sur le jardin, donc là on a vraiment tout un choix. Un outil de jardin également, mais surtout on va profiter à cette période, il y a beaucoup de fleurs, donc on trouve notamment les poinsettias, qu'on appelle également étoiles de Noël. Les amaryllis, c'est pour les amateurs d'orchidées. À cette période, on trouve tout un choix d'orchidées, différentes variétés. Il y a vraiment des choses très très sympas à trouver et à mettre au pied du sapin. Eh ben super, on peut le dire avec des fleurs aussi, c'est important de le rappeler. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Nicolas Brune, notre jardinier qui reviendra pour d'autres conseils, et Jérémy Damet, journaliste à l'Accent Bourguignon, un mensuel dont on reparlera forcément le mois prochain. Je compte sur vous. Bonne fête de fin d'année à tous les deux.